Tout d'abord, bonjour, Anne Schneider, Terrinovia. Désolée de ne pas être de visu et sur place avec vous aujourd'hui. Donc, je vais quand même vous partager par visio quelques éléments de réflexion sur les légumineuses à graines dans les systèmes de culture. Est-ce que, d'une part, vous m'entendez suffisamment? Je n'ai pas beaucoup de voix en plus. C'est bon pour le son? D'accord. Et ensuite, donc, la question est de voir quelle équation à trouver pour mieux valoriser l'azote qui est renouvelable et qui est issu des légumineuses à graines dans les systèmes de culture. Donc, en quelles conditions ces cultures peuvent contribuer à l'évolution des systèmes tout en permettant d'avoir moins d'intrants et plus de productivité, premièrement. Deuxièmement, en augmentant la robustesse économique des systèmes. Et troisièmement, en réduisant certains impacts environnementaux, comme par exemple l'émission des gaz à effet de serre. Donc, pour poser cette question-là, c'est que ça se pose dans un contexte actuel du monde agricole qui est caractérisé d'une part par des impasses techniques renforcées. On voit bien qu'il y a une perte de productivité des cultures dominantes ou des cultures de printemps également, sujet à des aléas plus fréquents. Il y a un manque de disponibilité des matières actives pour protéger les cultures. On a des résistances aux herbicides, aux insecticides, etc. Face aux aléas climatiques, on voit un manque de robustesse de l'ensemble des systèmes et également par rapport aux aléas économiques et notamment la flambée des prix. Il y a eu une flambée des prix des ventes, mais il y a eu une flambée des prix de l'énergie et de l'azote très clair depuis le début de 2021 avec l'envolée des cours qui pose question et qui a priori est une tendance qui risque de rester, même si la volatilité des prix de vente, elle, peut être sujet à fluctuation. Et le deuxième élément de contexte actuel, ce sont des défis environnementaux et sociétaux d'ampleur qui sont devant nous. Il s'agit à la fois de réduire les intrants, que ce soit pour répondre à des exigences ou pour être proactif dans la réduction des impacts et des pollutions, et également réagir, puisqu'on a en fait dépassé les seuils de plusieurs limites biophysiques de la Terre, notamment l'érosion de la biodiversité qui est maintenant alarmante et le changement climatique qui devient de plus en plus concret. Et ce changement climatique, en fait, il est très lié au cycle de l'azote. Le cycle de l'azote n'est plus bouclé. Et dans ce cadre-là, en fait, le secteur agricole a une certaine responsabilité, notamment par rapport à l'azote, puisqu'on sait que le monde agricole est le principal émetteur du protoxyde d'azote, qui est un des principaux gaz à effet de serre, et également des émissions ammoniacales qui sont impactantes pour l'acidification des milieux. Donc on a une responsabilité dans le monde agricole, mais également une marge d'action, puisque ce sont aussi avec des moyens d'action disponibles pour la production agricole, notamment l'azote. Il faut y réfléchir et voir comment faire. Et lorsqu'on regarde le contexte actuel, en fait, sur un zoom sur les surfaces de grandes cultures, dans le cadre d'un projet Lake Value que nous avions porté à Terrinovia, on avait eu l'occasion de caractériser par une typologie des successions de cultures présentes en France, caractériser en fait la fréquence de ces systèmes majoritaires dans les différentes régions administratives ici. Et vous voyez qu'en fait, les différents systèmes de culture présents, le petit part de camembert en bleu représente en fait la part des systèmes de culture qui inclut aussi des légumineuses à graines. Donc là, on parle du pois, soja, févrole, du pain, lentilles, pois chiches, etc. Et donc, on voit que cette petite part en bleu est très petite dans tous les camemberts sur les différentes régions. Au global, en fait, on est à une fréquence de présence de ces systèmes avec légumineuses à graines qui est inférieure à 7% à l'échelle France. Et lorsqu'on fait le lien entre ces successions de cultures dominantes et les pratiques associées par rapport à des pratiques déclarées et donc réelles des agriculteurs, enfin en tout cas des pratiques déclarées dans les dernières années, on peut arriver à estimer en fait les performances de ces différents systèmes de culture représentés ici en moyenne d'une région. Et on voit ici, c'est les Midi-Pyrénées, focus sur les Midi-Pyrénées, on voit qu'effectivement, par exemple sur le cas azote, on observe que ces systèmes de culture qui contiennent des légumineuses à graines permettent une réduction d'azote moyenne par an et par hectare qui est fortement réduite, près de moitié par rapport à des systèmes avec maïs majoritairement,
de 1 tiers par rapport à des systèmes avec céréales et colza, ou de moins 18% par rapport à des systèmes avec tournesol dans cette région. Donc ça, c'est avec la réalité des choses. Et c'est sur une moyenne de systèmes. Donc en fait, on pense que les légumineuses à graines peuvent avoir un rôle dans la transition agricole. Premièrement, elles peuvent répondre à l'enjeu protéines végétales. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on cherche à renforcer leur surface et leur production pour participer à cet enjeu. Mais également, elles peuvent participer à la diversification des systèmes de grandes cultures pour à la fois avoir moins d'intrants et également moins d'impact sur la biodiversité, et notamment en réduisant les apports azotés exogènes grâce à la mobilisation de ce processus naturel de la fixation symbiotique, la caractéristique première des légumineuses et la seule dans le monde végétal. Et donc c'est une participation à l'enjeu climat. Donc, comment faire pour faire tout ça? Premièrement, par rapport à la réflexion de réduire les intrants et augmenter la productivité dans les systèmes, l'idée est de savoir comment favoriser en fait les services liés à l'azote et à la fertilité des sols qui sont apportés par ces cultures. D'abord, augmenter en fait l'entrée d'azote renouvelable par la fixation symbiotique, renforcer la production d'azote et donc de protéines dans les graines exportées. Arriver à éviter les pertes azotées hors du système pour justement les garder dans la productivité agricole. Et d'autre part, augmenter les effets du coup sur les cultures suivantes dans le système à court terme ou à moyen terme et long terme par rapport à l'augmentation, à la contribution à la fertilité des sols. Tout ça permet de renforcer le système de culture et sa productivité. Et on sait donc que l'intérêt de la légumineuse est reconnu comme un effet pour les effets précédents, mais finalement, on s'aperçoit que c'est sous-utilisé. On sait qu'on peut changer les performances de la culture suivante et de la rotation lorsqu'on inclut une légumineuse, ici par exemple le pois, sur la culture suivante. Les référencements de ces effets-là lors de la dernière mise à jour du guide de fertilisation raisonnée qui incluait un chapitre sur le système de culture permettait de résumer un peu la moyenne estimée de ces performances. Par exemple, ici, la focus sur le cas de qu'est-ce qui se passe après un pois. Le blé qui suit le pois, en fait, a une augmentation de rendement moyen qui est augmentée de 7 à 8 quintaux par hectare par rapport à un blé de céréales. Et il faut savoir qu'on a observé dans les études, donc là c'est sur des données statistiques en pluriannuel, sur des données réelles, on avait pu mesurer que cette moyenne était de 6 quintaux de plus dans certaines petites régions agricoles, voire de 12 dans d'autres régions agricoles. En tout cas, la variabilité allait de 0 à 20 ou plus quintaux de plus pour le blé qui suit le pois. Et associé à ça, en fait, on a une réduction concomitante possible de la réduction de la dose apportée avec un déplafonnement du rendement. Cette réduction de la dose apportée est souvent utilisée avec moins 20 par défaut dans les forfaits ou dans les méthodes de bilan de la méthode prévisionnelle du bilan. Et en fait, on pourrait aller jusqu'à moins 80 kg par hectare d'azote par hectare selon les préconisations possibles. Donc en fait, il y a également des effets au niveau de la rotation. Souvent, on a beaucoup moins de quantification précise sur ces effets à plus long terme, notamment via la réduction des produits phytosanitaires qui réduisent les charges. On peut faire des moyennes selon les grandes régions, mais en fait, on sait en tout cas que ça existe. Mais par contre, tous ces effets précédents, en fait, sont assez variables et les moyennes en pluriannuel pluricide, ça ne suffit pas pour aider l'agriculteur à les mobiliser sur le terrain. Il faut arriver à comprendre mieux cette variabilité pour affiner qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut atteindre et qu'est-ce qu'on peut espérer comme réduction d'azote selon le segment de culture précédent suivant, selon la gestion de l'interculture, selon le sol et le climat dans différentes situations. Et c'est sur ce point-là, on peut aller bien plus loin. Et par exemple, nous, dans un projet précédent, CASDAR avec Arvalis, Eterinovia et des champs d'agriculture, on avait pu mener des études au champ pour caractériser la réponse du colza selon le précédent, légumineuse ou céréales, pour répondre à l'apport de la dose apportée. Donc, vous voyez les courbes rouges. En fait, c'est la réponse du colza à la dose apportée au champ lorsqu'il est précédé d'un blé par rapport à la courbe verte lorsqu'il est précédé d'un pois, dans le contexte de prix moyen à l'époque. Et on voit qu'effectivement, on arrive plus vite on peut avoir avec le rendement maximal ici en termes économiques par rapport à l'azote, plutôt avec une dose azotée plus faible
Et on s'aperçoit qu'en fait, si on fait, même en contexte de prix plus élevé, avec un prix de l'azote qui était à 1 ici, alors que maintenant il est beaucoup plus fort, et on l'avait estimé à 1 à cette époque-là pour des prix élevés, et dans un contexte différent de prix de vente aussi, des cultures, on a toujours cet effet-là. Donc en fait, le fait qu'il y ait un précédent poids au colza facilite la prise de décision pour réduire la dose sur le colza de façon sans être en risque de sous-estimation du potentiel. Et pour rappeler, donc là, l'optimisation permettait de dire que c'était 50 unités, donc c'est des kilos d'azote en fait, 50 kilos d'azote par hectare en moins sur le colza pour avoir la même réponse en termes économiques. Et pour rappeler qu'en fait, par comparaison, puisqu'on va parler des couverts après, en comparaison, on parle de moins 30 unités lorsqu'on parle de l'association du colza avec des légumineuses gélives. On parle également de moins 30 unités ou 20 unités, selon le cas, des mélanges avec légumineuses en interculture. Donc là, on a fait encore plus fort. Et sur le cas du blé, on a fait des études à la fois pour voir ce qui se passait sur le blé et sur le colza à Terrinovia. Ici, je vous présente la réflexion qu'on avait donc par rapport au blé selon son précédent. On avait des expérimentations au champ de 2015 à 2019 pour tester, selon 4 situations, 2 sites et 2 séries climatiques, ce qui se passait entre les différentes précédents possibles du blé et les performances du blé. En moyenne, on a testé donc sur le cas où on mettait pas du tout d'azote sur le blé pour extrémiser en fait l'effet précédent, et sur le cas où on mettait une dose sous-optimale, on n'a pas pu aller jusqu'à la dose X, hélas, parce qu'on aurait pu voir que c'était peut-être pas très loin en termes de rendement. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a du coup, effectivement, selon le précédent, ici, blé, mélange pois-blé, colza ou légumineuses à graines, il y avait 5 légumineuses qui étaient testées. On voit toujours une augmentation significative plus élevée avec les précédents légumineuses par rapport au blé. Et avec donc là une augmentation du rendement qui est plus important encore, ce que je vous disais en moyenne. On est à 26 quintaux de plus, même en dose sous-optimale. Et en fait, on aimerait aller jusqu'à la dose X, qui était peut-être avec une dose beaucoup plus, pas si loin en fait, que la dose N1, dépendante des situations, mais réduite. Toujours est-il que cette variation en fait de la performance du blé, on a essayé de l'étudier et de voir comment on pouvait mieux expliquer dans le cas, puisque vous voyez que les petits points là qui sont dispersés, on les voit peut-être pas bien, mais en bleu ou en orange selon les situations climatiques ou pédoclimatiques, sont très variables. Et cette variabilité des effets précédents, on arrive là pour le moment pas encore à voir, mais on voit bien que c'est pas que l'azote disponible dans les résidus de culture ou dans le sol qui est en jeu, ça n'explique que 30 à 40% de la variabilité de cet effet précédent. Donc, il y a d'autres choses également en jeu au niveau du choix des espèces ou du choix de la gestion d'interculture, etc. Toujours est-il que cet effet précédent et ces possibilités de réduire les intrants permet d'augmenter en fait la robustesse des cultures suivantes et notamment leur performance économique. Et en fait, dans le contexte de l'augmentation des prix actuels, finalement, cet effet précédent est encore renforcé dans son intérêt économique. Vous avez là une simulation que mon collègue économiste, qui n'est pas là aujourd'hui, avait faite en comparant en fait l'écart de marge pour un blé selon qu'il est précédé d'une céréale ou d'un pois. Et là, on a la projection de l'écart de marge dû à cette différence entre les précédents dans le contexte de les récoltes 2021, qui était estimé à une augmentation de cette marge du blé de 166 euros. Et finalement, si on se projette en contexte récolte 2023 avec des prix de vente des cultures plus élevés pour le blé et également des coûts d'azote plus élevés à l'unité azotée, on voit qu'en fait cet intérêt est presque doublé dans l'augmentation de la marge du blé. Donc c'est à ne pas négliger par rapport à l'intérêt sur les cultures dominantes. Par contre, cet intérêt économique du pois ne se révèle pas lorsqu'on regarde la marge de la culture elle-même. Et effectivement, c'est comme ça que raisonne l'agriculteur ou le conseil agricole. Il regarde le contexte de l'année, les marges possibles des différentes cultures. Et on voit ici, par exemple, sur des données sources CER France, sur des sols intermédiaires ou superficiels, Terrinovia a estimé que du coup, on avait en moyenne une marge du pois dans ce contexte-là à 660 euros par hectare pour la marge brute avec aide, alors que dans les autres cultures, colza 850, blé 800 ou orge 690, on est toujours au-dessus. Donc ça ne donne pas
d'intérêt visible sur le poids, alors qu'on l'a sur la suite. Et en plus, on sait que on a remarqué dans cette étude que finalement la marge du poids est moins variable dans le temps par rapport à la marge du blé, certainement parce qu'il y a des charges qui sont moins variables dans le temps. Et des performances, du coup, elles ne se voient pas à l'échelle annuelle. Mais par contre, du coup, c'est simplement à l'échelle du système qu'on peut vraiment se rendre compte de l'intérêt de cultiver du pois. Et c'est pour ça que souvent, il y a un frein majeur à l'inclusion de cette culture, parce qu'elle n'est a priori pas intéressante économiquement. Elle dit c'est pas rentable. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il faut vraiment réfléchir à l'échelle système. Et donc là, la symbolique, l'estimation de la marge brute d'un système optimisé dans le cas d'un colza blé orge est avec une moyenne annuelle en pluriannuel de 756 dans ce contexte ici Bourgogne, peut passer à 802, c'est-à-dire qu'on a 46 € par hectare par an en plus, en fait, en moyenne pluriannuelle, lorsqu'on a inclus le poids. Mais cet effet-là, on ne le voit pas, et finalement, on a commencé à se dire, et finalement, si on ramenait l'intérêt que présente le poids sur le reste du système à la valeur même du poids, on aurait en fait une valeur du poids qui serait supérieure à sa marge connue de plus 35 à 45%, ce qui n'est pas négligeable. Donc finalement, c'est peut-être une façon de faire pour essayer aussi de voir comment revisiter l'intérêt économique à cultiver du pois. En tout cas, dans l'étude, dans le fait de vouloir voir comment ça se passe au niveau des différentes régions, on a été plus loin pour calculer l'intérêt en multicritères d'insérer du pois dans un système de culture donné dans une région donnée, à l'occasion d'un projet dans la zone nord-est. Et on avait testé, donc là vous voyez en fait toujours la même idée, savoir si la marge nette avec aide ramenée en moyenne pluriannuelle d'un système de culture typique de la région. On l'a fait selon les territoires du Grand Est. Là par exemple en Champagne-Crieuse, la barre grise reflète cette marge colza blé, betterave, orge blé, et la colonne, la barre verte, représente cette marge avec le poids divers qui a été inclus dans ce système type et représentatif de ce contexte territorial. Et on voit qu'on a une augmentation de 8% de la marge. On a reproduit tout ça en fait sur plusieurs systèmes et plusieurs cas, avec des inclusions d'espèces différentes selon les contextes et les dires d'experts. Et le tout nous montre que effectivement, on a finalement un contexte, dans ce contexte-là, c'était dans un contexte de prix 2016-2020, un intérêt économique qui est réel dans plusieurs cas de cette région, en pluriannuel, qui est variable, qui peut ne pas être toujours une réalité. Parfois, c'est dû aussi au choix de la légumineuse qu'on pourrait choisir avec un meilleur potentiel par rapport au contexte, et également par rapport au fait que selon le prix affecté, selon le contrat de la légumineuse à graines, on a quelque chose de plus ou moins attractif. C'est pour ça qu'on a besoin de consolider les filières et de renforcer cet intérêt, cette réflexion à l'échelle système. Donc en fait, c'est quand même avec une réflexion pluriannuelle, ce qui n'est pas évident pour l'agriculteur. Et du coup, on essaie de voir, en fait, en plus de cette réflexion d'intérêt économique, comment faire valoir les atouts que peut apporter sur d'autres dimensions, ce qu'on appelle les aménités, et notamment, par exemple, la contribution à atténuer le changement climatique. Ce service climatique, en fait, actuellement, on voit qu'il y a un contexte qu'on pourrait peut-être le rémunérer. Et donc, c'est ça qui a été testé pour le cas des légumineuses à graines. On sait qu'il y a plusieurs leviers pour réduire les gaz à effet de serre, source du changement climatique. Et les légumineuses à graines peuvent permettre à la fois d'éviter des apports d'azote l'année de la légumineuse, de réduire l'apport sur les cultures suivantes, et également d'apporter aussi des résidus de culture qui peuvent être soit de la culture, soit des couverts associés à la culture en question. Et on a voulu, donc Terrinovia s'est chargé de creuser un petit peu la quantification exacte, puisqu'en fait les outils multicritères n'étaient pas obligatoirement avec des données, avec des méthodes très à jour, et finalement le contexte du cadre du label bas carbone grande culture notamment, enfin en tout cas le cadre du label bas carbone a permis de dire que le marché volontaire était peut-être une façon de rémunérer ces atouts-là, et à remettre à jour la façon de quantifier les réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde agricole, et notamment
dans les grandes cultures avec la méthode label bas carbone grande culture. On l'avait un peu évoqué l'année dernière dans le cadre de ces rencontres. Je ne sais pas si vous y étiez, mais on avait présenté un peu en détail. Là, je résume juste ce point-là, toujours sur le cas de notre région Grand Est, ici sur une situation colza, blé, blé, orge, où on ferait un projet de rajouter du pois de printemps entre les deux blés, ce qu'on a déjà testé en multicritères et donc en économie et avec d'autres tout à l'heure. Là, on regarde qu'est-ce que ça peut faire par rapport à la quantification exacte de ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre les plus à jour. Qu'est-ce que ça peut faire donc en appliquant les méthodes en question, à la fois pour la réduction d'émissions et pour le stockage de carbone, du coup pour avoir le bilan net, le bilan carbone net, qui est l'estimation des réductions nettes potentiellement valorisables en crédit carbone, c'est-à-dire en valeur économique vendable sur le marché volontaire. Et là, on s'aperçoit que donc, quand on applique ce cas-là sur cette étude-là, par exemple sur ce système type, on voit que l'on réduit, qu'on a toujours même si ici on est en déstockage en fait dans le contexte de cette région, ce qui est différent de l'Occitanie. La légumineuse à graines n'a pas fait un changement spécifique sur cette situation de déstockage. Elle a surtout permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc on a une réduction d'émissions positive, c'est-à-dire qu'on a vraiment une réduction d'émissions entre le système avec légumineuse par rapport au système sans légumineuse. Si on a fait évoluer son système de culture, on peut prétendre à vendre 0,4 tonnes CO2 équivalent, c'est-à-dire évité par hectare et par an, par ce genre de projet d'évolution du système. Donc là, ce sont bien des réductions certaines. Et lorsqu'on a appliqué sur tous nos cas types de notre région, on voit toujours qu'on est toujours dans des situations différentes en termes de réduction d'émissions, mais elles sont toujours positives. Et c'est le 0,39 que je vous ai présenté, c'est cette barre verte, parce que là, on n'avait inclus que la légumineuse à graines. Parfois, l'évolution du système fait qu'on ajoute aussi d'autres cultures, donc ici le blé, ce qui dilue un peu l'effet de l'insertion de la légumineuse. Donc, on a dans tous les cas des augmentations significatives de surface des légumineuses à graines, soit plus 15%, soit plus 20%. Et on a toujours une réduction des émissions obtenues en bilan net. Et effectivement, elle est plus forte que lorsque c'est que la légumineuse. Et on voit que la deuxième barre jaune, c'est le cas où on a en plus optimisé les couverts dans les autres intercultures courtes, ce qui permet de renforcer l'intérêt de ce projet en complétant par l'optimisation des couverts intermédiaires. Toujours en bilan, on peut dire que du coup, sur cette étude-là, en tout cas, on a vu qu'on était jusqu'à 0,4 tonnes équivalent CO2 par hectare et que c'était le cas où il y avait deux blés que l'effet était le plus fort. On pourrait voir d'autres cas où on ne rajoute que le poids, notamment devant le colza, ça sera attesté. Et puis, en combinant avec des couverts, on arrive à 0,5 tonnes d'équivalent CO2. Et on peut renforcer, on a fait des analyses de sensibilité qui montrent qu'en fait, si on augmente le rendement de la légumineuse ou si on augmente le pilotage de ses effets précédents, soit par réduire encore plus la dose azotée, parce que les tests que l'on avait faits, c'était avec des moyennes très standards en fait, de réduction d'émissions, de réduction d'azote, sur le blé qui suit, ou d'augmentation de rendement du blé qui suit. Si c'est augmenté, on peut encore gagner dans ces valeurs de tonnes évitées. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est cohérent par rapport à d'autres cas d'études qui sont menés ailleurs. Par exemple, dans le cas de l'Occitanie, Arvalis avait testé l'insertion du soja. Et dans le cas de l'insertion du soja dans un système donné, ils arrivaient à en fait un levier qui apportait 0,7 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an dans le cas de l'Occitanie. Et en comparaison, dans ce projet-là, c'était plutôt des réductions plus faibles, en fait, lorsque c'était avec d'autres leviers, comme le changement de la forme d'engrais azoté ou l'introduction de cibles de digesta. Et là, en fait, ces valeurs sont encore à ajuster, en fait, parce que là, ils n'avaient pas appliqué le rabais lié à la réduction d'émissions liées au stockage de carbone, qui fait qu'il faut... Après, on ne peut pas vendre toute cette réduction d'émissions sur le marché carbone, il faut encore l'abattre à minima de 20% pour pouvoir le vendre sur le marché lorsqu'on parle de stockage de carbone. Toujours est-il que c'est aussi très cohérent avec d'autres études, notamment d'AgroSolutions, qui étaient menées en incluant le pois ou le soja dans d'autres contextes, notamment au Grand Ouest. Ils arrivaient de 0 à 0,6 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an. Donc en fait, on a une réduction effective et toujours positive. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que
ces tendances et ces chiffres représentent une part assez significative lorsqu'on sait que souvent les leviers que l'on essaye de mettre en œuvre avec des projets carbone permettent dans les simulations d'être plutôt autour de 0,8 en moyenne tonnes CO2 équivalent par hectare et par an sur un projet qui combine plusieurs leviers en moyenne plurisituation, quoi. Donc ce n'est pas négligeable et ça pourrait, si on vend ces crédits carbone, alors, sur le cas du Grand Est ici, on voit que la barre verte, qui est la même marge que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la marge des systèmes étudiés, est encore renforcée lorsqu'on vend aussi ce crédit carbone sur le marché. Et ici, on était avec une valeur plancher de 30 €, sachant que c'est plutôt un marché un peu à tendance exponentielle, même si ça a des difficultés à prendre vraiment pour le moment et qu'il faut encore dynamiser ce marché volontaire. Ça pourrait être quand même une incitation supplémentaire à la prise de risque pour réfléchir à la transition agricole avec les légumineuses à graines et à essayer de se projeter en pluriannuel pour l'agriculteur, sachant que la réflexion est de dire c'est en moyenne sur 5 ou 6 ans, je m'y retrouverai, mais il faut que je prenne le risque de faire le changement de mon système. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors j'ai juste là mis une diapo pour expliquer que je vous ai beaucoup parlé d'autres régions que l'Occitanie et en fait on est en train de se pencher actuellement sur les études du coup plus précises sur le calcul des réductions d'émissions et des études multicritères sur des systèmes plus représentatifs de l'Occitanie. On a commencé du coup à caractériser en fait des fermes types, notamment dans le cadre d'un projet Cap Agronomie à l'occasion du projet Cap Protéines. Et sur ces fermes, on a estimé en fait le bilan avec des situations différentes selon les contextes. Ici, c'est un système de culture sur du boulbène et l'autre, c'est en coteaux avec d'autres systèmes de culture. À chaque fois, les réductions d'émissions et les stockages de carbone peuvent être variables. Et ce qu'on veut faire, c'est donc appliquer des leviers, notamment l'insertion de légumineuses à graines comme le pois d'hiver et le pois chiche, et une augmentation suffisamment significative pour être un levier réel à 14%. Et donc, on est en train de mener ces études. Et c'est en lien notamment avec un projet en cours, un projet européen très d'ampleur pour aller vers la neutralité carbone, dans lequel Arvalis et Terrinovia notamment sont impliqués avec une trentaine de partenaires au niveau européen sur les années à venir. Voilà, donc j'en finis là. Je ne sais pas si j'ai pas été un peu longue. Donc pour dire que ce qu'on peut retenir, c'est que finalement l'intérêt des légumineuses, il doit être considéré à l'échelle de la rotation. On sait que les rotations équilibrées en termes de culture d'été, printemps, hiver et des rotations plus diversifiées, notamment avec des légumineuses à graines, sont souvent plus robustes et intéressantes. Et on sait que les légumineuses, elles, apportent un levier spécifique par rapport au projet d'atténuation. Et dans ce cadre-là, on sait qu'il y a une marge de manœuvre possible, puisque vu le faible pourcentage de ces systèmes avec légumineuses à graines. Donc nous avons vraiment un levier pour pouvoir croiser les enjeux, que ce soit le bas intrant, le bas carbone et les protéines végétales avec ces légumineuses. Mais le problème, c'est d'arriver à savoir comment renforcer l'intérêt économique en finançant, si possible, des services rendus à la société, que ce soit pour le climat ou pour la biodiversité, que peuvent apporter ces cultures. Et également en étant peut-être plus innovant pour arriver à gérer les systèmes avec légumineuses à graines, pour arriver à faire exprimer leur bouquet de services. Pour rendre les légumineuses à graines plus robustes, parce qu'on sait qu'en plus elles sont sensibles aux aléas climatiques, il faut arriver à mieux concevoir et piloter ce système dans une façon différente de gérer les intrants, puisqu'on veut les réduire, et du coup d'optimiser les solutions basées sur la nature, notamment la fixation symbiotique. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais je suis à votre disposition pour les questions. Voilà, parfait. Donc merci pour cette présentation qui illustre les bénéfices que peuvent apporter l'introduction de légumineuses dans les systèmes. Ça rejoint aussi la présentation qu'on a eue en fin de matinée avec Yannick, où c'est aussi une opportunité pour améliorer ou faire baisser plutôt le coût de production du blé dur, en l'occurrence dans l'exemple qui était cité. Est-ce qu'il y a quelques questions autour de cette présentation sur l'introduction de légumineuses dans les systèmes? Pas de questions.
J'en avais une, Anne, me concernant. Donc tu nous as, comme tu l'as dit, tu as présenté pas mal de résultats qui viennent de moitié nord de la France. Est-ce que dans les références acquises, plutôt, voilà, même le quart nord-est de la France, est-ce que ces références sont, j'allais dire, facilement extrapolables dans les autres régions, et on va dire en Occitanie, qui nous concerne plus directement, ou est-ce que ça nécessiterait vraiment un travail d'acquisition de références plus régionales pour pouvoir être plus en phase avec la réalité? Oui, bien sûr, en fait, les contextes sont assez différents. Vous voyez, dans les camemberts historiques, enfin, dans les camemberts qui présentaient la diversité des systèmes, on voit que là, il y a effectivement plus de tournesol, notamment, qui est déjà une culture bas intrant. Il y a beaucoup moins de culture industrielle, etc. Donc, effectivement, il faut revoir et réestimer plus précisément et mettre à jour aussi par rapport au contexte plus récent ces données-là. Et donc, on va mener des études dans ce cadre-là, à la fois pour les évaluations économiques des systèmes de culture avec ou sans les légumineuses, mais aussi peut-être une diversité de leviers pour l'atténuation du changement climatique, notamment à l'occasion de ce projet européen Clean and Farm que j'ai évoqué. Et effectivement, c'est nécessaire de les réajuster, et également par rapport au stockage de carbone et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut voir que le contexte pédoclimatique est différent ici en Occitanie. On avait fait des tests sur des cas réels d'agriculteurs avec Agrodoc, sur des données qui comprenaient des leviers mixant à la fois la mobilisation plus importante des cives, l'inclusion de la févrole, l'inclusion de matières organiques différentes. Et on voyait qu'effectivement, avec des stocks de carbone initiaux qui sont souvent plus bas, la facilité à stocker du carbone était plus fortement mobilisée. Et donc, on avait des augmentations plus significatives des réductions d'émissions en bilan net. Et la dynamique aussi avec les légumineuses est à préciser, puisqu'on sait que le cycle stockage de carbone et apport d'azote nécessaire quand même pour les bactéries qui vont participer au stockage de carbone est important. Je pense qu'il faut vraiment focaliser sur des références plus précises sur la région et plus à jour, pour avoir à la fois les évaluations multicritères économiques et environnementales, et notamment gaz à effet de serre, dans des situations spécifiques. Et donc, il y a le contexte, il y a eu un territoire d'études dans ce projet Clean and Farm qui est spécifiquement sud-ouest, Occitanie, et qui est coordonné par Arvalis avec l'aide de Terrinovia autour de la plateforme CIPRE-Lauragais, qui va permettre d'avancer aussi sur ces sujets-là. Ok, merci. J'ai une question. Oui, c'est une demande de précision. Vous nous avez évoqué donc les légumineuses à graines dans les systèmes de culture, donc en mettant une culture à part entière. Mais est-ce qu'il y a des études un peu similaires par rapport aux associations, donc céréales légumineuses notamment? Alors là, on pourrait faire la même chose, en mettant des associations de culture. Effectivement, ça n'a pas été précisé. Il y a des études qui ont été faites sur les associations de culture, et notamment sur les flux azotés dans le cas où on a une association de culture. Donc on sait très bien que ce n'est pas des transferts d'azote, mais c'est effectivement une répartition plus efficace en fait des ressources, soit l'azote de l'air, soit l'azote du sol, qui permet d'avoir une synergie entre les deux cultures et d'être effectivement avec des productivités plus importantes et des réductions significatives de l'azote sur l'association de culture. Par contre, on pourrait faire de la même façon ces calculs, donc à la fois sur l'effet précédent et sur l'impact du coup au niveau du système de culture. Oui, ça n'a pas été spécifiquement traité, mais ça serait nécessaire. Enfin, en tout cas, ça a été traité autrement, pas dans des évaluations multicritères de ce type-là. Par exemple, dans les évaluations à effet précédent que je vous ai montrées, dans le cas des expérimentations de Terrinovia, on avait testé le blé-pois mélangé en association de culture en précédent. Là, par contre, on voit que l'effet précédent de l'association de culture est moins important sur les cultures suivantes. Évidemment, il y a un peu une dilution, mais ça, c'est dû aussi surtout avec la plus grande pression, le moindre rupture du cycle des bioréacteurs du blé, par exemple. Mais après, au total, la productivité peut être quand même intéressante, et surtout les charges diminuées, quoi. Vous avez raison. Très bien, merci. J'ai une autre question. Bonjour, oui, merci pour votre présentation très riche. Je voulais savoir, quand vous parlez des performances de l'insertion des légumineuses dans la rotation dans un précédent du blé, vous parlez des performances en termes de rendement, mais j'aurais voulu savoir pour le taux de protéines, est-ce que ça peut accroître la teneur en protéines, et est-ce que vous avez des références à ce sujet? Merci.
collecteur est beaucoup plus fort que l'effet précédent pour l'augmentation de la protéine du blé. Donc oui, c'est assez référencé sur le fait que le blé, par exemple, en association, ou la faible parole en association avec les céréales, permet une augmentation significative de plusieurs points de la teneur en protéines du blé. Par contre, en précédent, en fait, il y a un effet plutôt positif, mais elle n'est pas si flagrant et moins fort, en fait, que l'effet de la situation de culture. Par contre, ce qu'on voit, c'est sur la qualité en général des céréales, l'effet peut être là en précédent, notamment par rapport à la qualité sanitaire. Je sais que il y a de moindres taux de mycotoxines dans les céréales lorsqu'on a une plus grande diversité de précédents. Et ça, effectivement, les collecteurs de céréales l'ont vu. En fait, dans notre observatoire national des qualités des grains, c'était quelque chose qui ressortait. Plus de présence de mycotoxines. Je vais laisser les collègues d'Arvalis compléter la réponse. Alors, ouais, moi je ne suis pas spécialiste. Enfin, voilà, mes collègues régionaux peut-être pourront compléter. Je suis plus spécialiste technique, mais enfin sur les associations poids-blé, on a montré tout l'intérêt dans des situations plutôt à faible productivité et en bio, ça c'est clair. Après, en système conventionnel, je vais dire relativement productif, voilà, c'est pas un pour un. Par contre, c'est enfin, je pense qu'on a quelques références quand même chez nous pour montrer comment on peut adapter la fertilisation sur le blé qui suit un poids. Et on voit un intérêt, effectivement, et comment le valoriser au mieux. Pareil sur des couverts de précédents, etc. Enfin, d'interculture. Sur la qualité sanitaire, bon, on a identifié, on a des outils assez simples d'utilisation. On a identifié des précédents qui sont plus favorables au développement de mycotoxines. Ils sont connus de tous, je pense, dans la salle, qui sont plutôt le maïs et le sorgho, qui nécessitent dont les résidus nécessitent d'être broyés, et le choix des variétés et la conduite ensuite, bien sûr, enfin adapté, mais voilà, le poids n'est pas ni plus, enfin voilà, les légumineuses à graines ne sont pas, voilà, c'est pas un intérêt plus qu'un colza ou qu'un tournesol, voilà. Merci pour ce complément. Donc, je vous propose de passer à la séquence suivante. Merci du coup, Anne, pour ton intervention. La technique a été à peu près au point, donc ça a été bien déjà. Merci, Anne.